Voici un discours très intéressant, qu'il me fallait partager avec vous. Je pense qu'il sera essentiel de vous entendre parler à la fin de cette vidéo, ou peut-être même pendant que la vidéo se déroule. Faire une pause et écrire ce que vous pensez pour ne pas oublier. Suivons. Vous savez, quand les gens parlent de un Patrice Lumumba, ou un Kwame Nkrumah, par exemple, ou Thomas Sankara, ou même Sukarno, ils disent toujours qu'ils étaient en avance sur leur temps. Mais ce n'est pas vrai. Ils n'étaient pas en avance sur leur temps. Ils n'étaient pas des penseurs révolutionnaires, si vous voyez ce que je veux dire. Ils étaient simplement des hommes incroyablement perspicaces, mûrs, sensés, avec une compréhension très claire de la façon dont les choses devraient être. Ok, donc il dit que Sankara, Lumumba et autres n'étaient pas nécessairement des penseurs révolutionnaires. Ils étaient simplement des gens qui réfléchissaient très bien et comprenaient les enjeux du temps. Mais pendant ce temps, l'Europe voulait stopper l'Afrique dans le temps. Suivez. Il n'y avait rien de futuriste ou d'utopique dans leur vision. Ils comprenaient et identifiaient exactement ce qui avait été fait à l'Afrique et ce qui était en train d'être fait à l'Afrique. Et ils comprenaient exactement, ce que la libération et la souveraineté exigeaient. Vous savez, s'ils avaient été des dirigeants en Occident, personne ne les aurait qualifiés de révolutionnaires, ou même de visionnaires. Ils auraient simplement été considérés comme des hommes logiques, sensés, rationnels, raisonnables, qui avaient une compréhension complexe. Qu'est-ce que vous en pensez? De l'économie et de la politique, et de l'équité fondamentale. Je ne dis pas cela pour les dénigrer, pas du tout. Je dis cela pour souligner la criminalité odieuse de la structure de pouvoir occidentale et comment elle a traité l'Afrique. Parce que si vous étiez un leader en Afrique dans les années 1950, 1960, 1970 ou 1980, et que vous aviez un esprit sain, un esprit rationnel, que vous compreniez la politique et l'économie, et que vous compreniez ce qui est nécessaire pour la souveraineté et l'équité, eh bien, cela faisait de vous un révolutionnaire, appelé à poursuivre l'équité de base, la souveraineté et l'indépendance pour un leader africain, dire des choses et faire des choses et mettre en œuvre des politiques qui avaient simplement du sens pour votre nation, constituait une rébellion. Non, ils n'étaient même pas en avance sur leur temps. Le temps refusait d'avancer. Le temps était retenu, surtout en Afrique. L'Occident, l'Europe, le Royaume-Uni et l'Amérique refusaient de permettre à l'Afrique d'exister à l'époque actuelle. Pas seulement l'Afrique, bien sûr, mais partout dans le Sud global. Mais nulle part cela n'était plus vrai qu'en Afrique. Vous comprenez? J'ai souligné auparavant plus d'une fois que les relations entre les pays, entre les continents évoluent, se développent et changent au fil du temps. Nous avons vu des changements drastiques dans les relations internationales, au cours des 20 dernières années seulement. En fait, nous avons vu des changements drastiques au cours des 4 ou 5 dernières années. Vous savez, même au cours des 100 derniers jours, pour être honnête. Mais la relation de l'Occident avec l'Afrique est restée, essentiellement la même, depuis 1000 ans. Waouh! Qu'est-ce que vous en pensez? La relation entre l'Europe et l'Afrique n'a pas changé depuis 1000 ans. Bien que chaque jour, le temps change. La situation géopolitique change. La Russie et les États-Unis, leur correspondance change. L'Europe et les États-Unis, le Canada et les États-Unis, ce n'est plus comme c'était il y a 2 ou 3 mois. Mais la relation intrinsèque entre l'Europe, c'est-à-dire l'Occident, et l'Afrique est restée identique depuis 1000 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Continuons. Subjugation et extraction, pillage et rapine. Donc pour Lumumba ou Nkrumah, c'était les années 1960, mais pour l'Occident, c'était encore les années 1860, les années 1760, les années 1660. Pour l'Occident, l'Afrique était figée dans le temps, et ils l'ont maintenue figée dans le temps par la force. Ils l'ont maintenue figée dans le temps par la violence, par l'assassinat, par des coups d'État, par des invasions, et par des gouvernements otages et des collaborateurs. Ils l'ont maintenu figé dans le temps par des prêts prédateurs, par la coercition des politiques néolibérales, par une dette fabriquée et des politiques commerciales abusives. Vous savez, quand ils ne peuvent pas envoyer de soldats, ils envoient des consultants. Donc non, ces grands leaders n'étaient pas en avance sur leur temps. L'Occident a arrêté le temps en Afrique. Et comprenez ceci, lorsque vous arrêtez le mouvement en avant d'un peuple, lorsque vous les arrêtez dans le temps de cette manière, vous ne faites pas que voler leur richesse. Vous volez leur avenir.
Vous les privez de possibilités. Vous enterrez des générations qui ne sont même pas encore nées sous les décombres de votre exploitation. Parce que ce qui aurait pu être créé, ce qui aurait pu être découvert, ce qui aurait pu être accompli, n'a jamais la chance d'exister. L'esprit d'un Thomas Sankara, la détermination de Patrice Lumumba, la vision de Nkrumah, ce n'étaient pas des anomalies. Ils représentent l'état normal, naturel et sain d'un esprit décolonisé, d'un esprit libéré, venant d'un peuple libéré. Ils sont des exemples de ce que l'Afrique aurait été, aurait dû être, et Inch'Allah, bi'idnillah sera encore. Mais l'Occident a systématiquement écrasé les conditions nécessaires, même pour que la normalité puisse s'épanouir. Vous voyez, vous ne faites pas que, tuer les dirigeants lorsque vous tuez les dirigeants ou lorsque vous renversez les dirigeants. Vous volez l'avenir que ces dirigeants pourraient construire. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran que lorsque vous tuez une personne injustement, c'est comme si vous aviez tué toute l'humanité. Eh bien, ce n'est pas seulement vrai au sens métaphorique. Dans le cas des dirigeants que l'Occident a détruits en Afrique, ils ont également détruit des millions de vies avec eux. Des millions de vies, vivantes et à naître, ont été détruites en termes d'espoir, d'opportunité, de droit, de liberté, d'indépendance, de souveraineté. Eh bien, vous pouvez retracer le carnage qui se déroule actuellement au Congo aujourd'hui jusqu'à l'assassinat de Patrice Lumumba. Ils assassinent l'idée, ils assassinent l'homme qui représente l'idée afin que les générations futures regardent en arrière et disent « Eh bien, vous savez, ils ont essayé et ils ont échoué. Alors nous ferions mieux de ne pas nous en préoccuper. » C'est une guerre psychologique à travers le temps. Vous êtes d'accord avec ça? Ok, continuons. Parce que si vous pouvez faire croire à un peuple que la libération est impossible, si vous pouvez leur faire croire que, vouloir la souveraineté est naïf et que la dignité est un espoir irréaliste, alors vous n'avez même plus besoin de les conquérir. Ils resteront conquis à l'intérieur d'eux-mêmes. Ok. C'est un peu comme on nous a appris que votre coutume n'est pas importante, c'est de la sorcellerie. Votre tradition n'a aucune importance. Il faut laisser ça aux oreilles cachées. Et voilà, aujourd'hui, beaucoup de personnes, malheureusement, le pensent, ne fournissent aucun effort pour apprendre la langue de leurs parents, ne savent absolument rien en langue de sa maman ou son papa, n'ont jamais été au village de son père et trouvent de la prétention et de l'orgueil par rapport à le fait de vivre dans la ville. Incroyable, continuons. Et comprenez bien, quand nous parlons de personnes comme Sankara et Nkrumah, Lumumba, Sukarno. Nous parlons en fait de l'état naturel d'un esprit décolonisé. Nous ne parlons pas de quelque chose d'extraordinaire. Nous parlons de ce qui est censé être normal, pas exceptionnel, normal. Ils n'avaient pas de vision utopique pour leur pays, comme je l'ai dit. Ils voulaient que leur pays soit normaux, mais l'Occident ne le permettait pas. Et à l'époque, l'Occident avait le pouvoir de l'empêcher. Le pouvoir relatif, c'est le point clé. Ils avaient le pouvoir relatif de l'empêcher. Ils avaient le pouvoir relatif, de voler l'avenir de l'Afrique, en prolongeant son passé par la force. Mais comme je l'ai dit de nombreuses fois, le pouvoir relatif de l'Occident est en déclin. Ce vieux loup a encore des crocs, mais le Sud global, élève aujourd'hui ses propres jeunes lions. Il ravive l'esprit de Lumumba, Sankara et Nkrumah. Il y a une partie très intéressante ici que je voudrais que vous suiviez pour que l'on discute là-dessus. Très intéressante, je pense que... voilà, on y va. Votre emprise sur l'Afrique est en train de s'ouvrir. Et oui, bien sûr, je parle d'Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, et de tous les dirigeants des pays de l'Alliance du Sahel, évidemment, mais surtout d'Ibrahim Traoré. Vous savez, c'est souvent seulement avec le recul que nous reconnaissons l'ampleur d'une figure, qui change le cours de l'histoire, qui modifie le cours des événements dans le monde. En d'autres termes, on se souviendra d'Ibrahim Traoré. Ouais. Mais si quelqu'un fait attention, vous pouvez tous voir qu'Ibrahim Traoré est clairement l'un des dirigeants les plus influents, non seulement en Afrique, non seulement dans le monde musulman, mais dans tout le Sud global, et en fait dans le monde entier. Vous savez, j'ai dit sur X l'autre jour qu'Ibrahim Traoré
est le leader musulman le plus important au monde aujourd'hui, plus qu'Erdogan, plus que MBS, plus que quiconque, en raison de ce qu'il représente. Vous savez, bien sûr, j'avais beaucoup de faux panafricanistes dans ma section de commentaires, section de commentaires, qui se fâchaient parce que je faisais référence à Ibrahim Traoré en tant que leader musulman, car ils veulent seulement l'identifier exclusivement comme un leader noir ou exclusivement comme un leader africain. Ils ne veulent pas reconnaître le fait qu'il est musulman, parce que dans leur panafricanisme produit par la CIA, ils sont prêts à exclure 500 millions d'Africains d'Afrique. Ils sont tellement endoctrinés dans leur esprit par la CIA et par les services de renseignement qu'ils pensent qu'être africain et être musulman est une contradiction. Ils sont tombés dans les vieilles tactiques de diviser pour mieux régner des colonisateurs. Donc certaines personnes pensent que être africain et être musulman est une contradiction. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur pose une question ici. Les gens se sont opposés à lui parce qu'il a fait mention que Monsieur Traoré était musulman. Est-ce que être africain et être musulman est une contradiction? Est-ce que vous pensez que M. Traoré et ce qu'il est aujourd'hui représente cette figure forte de l'Afrique, quelque part parce qu'il est musulman aussi, ou pas? Quelle est votre prise par rapport à ça? Suivant. Leurs cerveaux endoctrinés vont court-circuiter face au fait gênant que les leaders les plus admirés et les plus héroïques en Afrique aujourd'hui sont musulmans. Est-ce que ça vous dérange de savoir que M. Ibrahim Traoré est musulman? Ou ça n'a absolument rien à voir avec le sujet? Suivant. Au Burkina Faso, au Niger, au Sénégal, même Naledi Pandor, en Afrique du Sud, est musulmane. Naledi Pandor est musulmane. Intéressante. Évidemment, comment est-elle devenue musulmane? Évidemment, son mari est musulman. Naledi Pandor est une femme qui s'est mariée pour de vrai. Malgré ses aptitudes mentales, malgré son doctorat, malgré sa position sociale, s'est établie comme une femme africaine. Il faut savoir que généralement, les femmes sud-africaines sont des femmes très africaines, c'est-à-dire, je prendrai le nom de mon mari, voilà pourquoi elle s'appelle Pandore, et je m'adapterai à ce qu'est mon mari. Bon, pour une femme aussi instruite comme celle-là, est-elle devenue musulmane par contrainte, d'après vous? Ou vous pensez qu'elle aurait fait le choix le plus simple de le faire? Maintenant, la question la plus importante, est-ce que les capacités intellectuelles de Naledi Pandor, que beaucoup vont apprécier, ont quelque chose à voir avec le fait qu'elle soit musulmane? Suivant. Portant Israël devant la CIJ, juste parce qu'Ibrahim Traoré ne porte pas sa religion ostensiblement. Et juste parce qu'il ne fait pas de signalement de taqwa, vous savez, tout le temps, comme certains, soi-disant islamistes, vous pensez que nous ne pouvons pas le revendiquer comme faisant partie de notre Ummah. Nous n'avons pas le droit de dire qu'il est un leader musulman, mais il est un leader musulman. C'est un leader africain qui est musulman. Et je suis désolé de vous le dire. Mais encore une fois, le fait est que les meilleurs leaders que vous avez en Afrique aujourd'hui sont ceux qui sont musulmans. Vous pouvez vous énerver autant que vous voulez. Vous pouvez dire, pourquoi Chaïd doit-il parler de religion? Pourquoi devez-vous introduire la religion dans cela? Mais c'est juste une façon de manipuler. Le fait que vous ne voulez pas que la religion soit introduite dans cela. Vous voulez garder la religion en dehors de cela. Non. Ibrahim Traoré combat ces groupes djihadistes soutenus, formés et financés par l'Occident, parce qu'il est musulman. Personne n'a plus souffert de ces mercenaires que les musulmans. Souffert davantage de leur violence et souffert davantage de l'image déformée de l'islam propagée par leur violence. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, quand Ibrahim Traoré se lève contre ces psychopathes soutenus par les Français et les Ukrainiens, il défend les véritables valeurs islamiques, que cela vous plaise ou non. Du point de vue de la nation du milieu, de mon point de vue, à travers le prisme par lequel nous analysons la lutte pour la justice, la souveraineté et la dignité, l'émergence d'Ibrahim Traoré est tout simplement historique. Je veux dire, alhamdulillah, nous avons aujourd'hui de nombreux grands leaders musulmans dans le monde, malgré ce que tout le monde dit. Nous avons de grands leaders, beaucoup, mais à mon avis, Ibrahim Traoré est le plus important. Le Burkina Faso, la terre qu'ils appellent la terre des hommes intègres, a de nouveau produit un homme intègre, non seulement pour leur pays, non seulement pour l'Oumma, mais pour toute l'humanité. D'abord, ils nous ont donné Thomas Sankara, qui était catholique, mais sa vie a été éteinte. Il vient de mentionner Thomas Sankara, parmi les personnes les plus influentes et les plus fortes, pas seulement intellectuellement, mais dans la nature géopolitique. Et il a aussi mentionné que M. Thomas Sankara était catholique. Maintenant, si on voulait le critiquer, disons qu'il fait mention de la religion de M. Traoré, pour l'objectif
de promouvoir l'islam. Pourquoi aurait-il mentionné dans ce cas M. Thomas Sankara en tant que chrétien? On essaie de réfléchir de manière logique et critique ici, ok? Réflexion critique, pas d'émotion. Si vous avez les émotions, vous pouvez aller ailleurs jouer à tout ça là. Pas ici. Monsieur a mentionné l'importance de la religion. Pas essentiellement l'importance, il a mentionné cette religion avec emphase. Ce qui concerne M. Traoré. Disant que ça a joué un rôle important, pour lui en tout cas, dans le fait que M. Traoré soit quelqu'un d'aussi influent et de positif. Mais il a aussi mentionné Thomas Isidore Noël Sankara, précisant qu'il était chrétien et mentionnant ce dernier parmi les leaders d'influence. S'il était totalement biaisé, penseriez-vous qu'il mentionnerait M. Isidore Sankara parmi ceux qui sont en effet chrétiens? Continuons. Avant qu'il ne puisse jamais atteindre pleinement. Avant qu'il ne puisse réaliser sa vision. Mais aujourd'hui, en Ibrahim Traoré, nous voyons cette vision ravivée et raffinée et alignée avec la conscience de l'islam. Nous n'avons aucune hésitation à reconnaître Thomas Sankara. Nous sommes fiers de quiconque, quelle que soit sa foi, qui défend la justice. Vous savez, il y avait de nombreux leaders, des leaders héroïques dans le Sud global, particulièrement en Amérique latine, qui ont été inspirés par la soi-disant théologie de la libération au sein de l'Église catholique. Même si leur propre Église les détestait pour cela, nous les saluons. Vous savez, même ceux sans foi, qui luttent sincèrement pour les droits de leur peuple, nous les saluons. Cela fait partie de notre foi, cela fait partie de notre religion, d'apprécier ceux qui défendent sincèrement la justice, même si nous savons que leur vision ne sera jamais complète sans l'islam. Donc, si vous voulez être fier d'Ibrahim Traoré, juste à cause de la couleur de sa peau, allez-y. Si vous voulez être fier de lui à cause de son pays ou de son continent d'origine, allez-y. Mais nous sommes fiers de lui à cause de sa croyance. Il est notre frère dans la foi. Nous sommes fiers de lui à cause de sa foi. Et quiconque veut nier cela ou nous le nier, eh bien, vous êtes juste mesquin et insensé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous pose problème de savoir que M. Traoré est musulman? Ou c'est une histoire, c'est un fait que vous ne voulez pas que ça soit mentionné du tout? Et si ça vous dérange, la question qu'il faut se poser peut-être, c'est pourquoi ça vous dérange? Est-ce que ça vous dérange que l'on mentionne que Thomas Isidore Sankara est chrétien? Si ça ne vous dérange pas, alors pourquoi ça ne vous dérange pas? Alors je reviens sur cette question. Y a-t-il une contradiction entre Africains et musulmans dans l'état de M. Ibrahim Traoré? Et idéologiquement enchaîné, Ibrahim Traoré a mené un coup d'État contre un gouvernement qui était soumis à ses maîtres étrangers. Vous savez, il y a eu de nombreux coups d'État à travers le continent, mais généralement, ceux-ci remplaçaient simplement un agent néocolonial par un autre, généralement. Mais Ibrahim Traoré est différent. Il ne fait pas que changer le gouvernement. Il déracine tout le système de domination néocoloniale et il réussit. Il a compris ce que beaucoup de gens n'ont pas saisi, à savoir que l'indépendance n'a aucun sens. Si vous ne coupez pas le contrôle des propriétaires et des contrôleurs du capital financier mondialisé, il a compris que la sécurité est un mythe, tant qu'elle dépend du patronage militaire de vos anciens colonisateurs, et il a compris que la souveraineté est impossible, sous l'ombre de la tutelle occidentale. Il n'est pas simplement un chef d'État. Ibrahim Traoré est l'archétype révolutionnaire du XXIe siècle. Il a été forgé dans la réalité de l'insurrection soutenue par l'Occident, et de la guerre économique, et de la propagande occidentale. Parce que vous savez, aujourd'hui, la lutte pour la liberté n'est plus seulement menée par des armées, mais par des récits, par des politiques de ressources, par des alliances et par la souveraineté collective. Traoré a fait le choix de se tourner vers la Russie et la Turquie, et vers d'autres, nouveaux centres de pouvoir dans le monde multipolaire, ce qui est stratégique, non pas parce qu'ils sont des alliés parfaits, mais parce qu'il reconnaît la nécessité de briser l'emprise occidentale sur le Burkina Faso. C'est du pragmatisme au service du principe. Encore une fois, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je pense que c'est très intéressant comme discussion. On veut savoir, on ne veut pas des commentaires émotionnels ou émotifs. On n'en veut pas. Ok, ce n'est pas une question de votre sentiment à l'égard de ce que monsieur a dit ou d'une attaque personnelle. Faites-nous savoir ce que vous en pensez et répondons à sa question.